Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale mode de version française, visite d'un musée placé sous le signe de la mode. La galerie Dior nous a ouvert ses portes. Le jeune créateur de mode Alphonse Maître-Pierre s'inspire des problématiques de son temps pour des pièces résolument optimistes. Chez Viktor et Rolf, les robes de bal et les maîtres de tulle vont vous faire tourner la tête au sens propre comme figuré. Dans les ateliers de création de costumes de l'Opéra de Bordeaux, on habille de lumière danseurs et danseuses, c'est le geste. C'est aux alentours de 1657 que le peintre néerlandais Vermeer peint la liseuse à la fenêtre. Si cette œuvre représente de prime abord une jeune femme seule en pleine lecture au cœur d'une pièce épurée, de récentes enquêtes au rayon X et restauration ont mis en avant la présence en sous-couche d'un grand tableau. Il représente Cupidon, le dieu de l'amour. Notre personnage principal n'est donc plus seul face à sa lecture, mais bien observé par le chérubin au mur. Alors, suppression de l'artiste ou brouillon, le mystère reste entier. Les éditions de La Martinière régalent les fanas de mode avec leur collection d'ouvrages autour des catwalks des grands noms de la mode. La maison Chloé n'y coupe pas avec un super livre à la couverture sable qui revient sur les défilés de la marque depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui. On y détaille dans la préface et les textes accompagnants les superbes clichés, les grandes aires créatives de Chloé ainsi que les créateurs qui ont fait sa renommée. Un bel aperçu d'une griffe avant-gardiste et créative. Ce sac, c'est l'histoire d'un objet promotionnel offert originellement aux clients de l'enseigne Tati, devenu un accessoire fashion de rue, puis repris par les grands noms de la mode. En 62, Jules Wacky, fondateur de cette chaîne de magasins, crée un sac en plastique ultra résistant au motif Vichy. Appelé parfois sac Barbès, il devient l'emblème de tout un quartier et incarne alors la rencontre entre la culture populaire et le métissage vestimentaire. Plus tard, il s'invitera même à la Fashion Week. Hommage à une grande maison de mode avec notre musée du jour, découverte de la galerie Dior. Attention les yeux. Ce qu'on appelle le 30 avenue Montaigne, c'est la maison historique de Monsieur Dior. Toutes les robes, tous les modèles que vous allez découvrir dans cette galerie ont été créés au 30 avenue Montaigne. Ils sont nés ici, dans ces espaces. Ouvert au public en mars 2022, la Galerie Dior a pour ambition de raconter l'histoire de la maison de 1946 à aujourd'hui. Plus de 75 ans d'histoire qui symbolise à elle seule l'esprit de la haute couture parisienne. Cet espace d'exposition unique s'ouvre sur une installation appelée le Diorama, composé de 1874 objets miniatures aux camailleux de couleurs éclatantes. Christian Dior a toujours considéré que l'allure d'une femme, la ligne Dior, ne se compose pas uniquement d'une silhouette, mais de la silhouette avec l'ensemble des éléments de la parure. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mélanger les objets. On a 452 mini-robes, mais on mélange avec des chapeaux, des souliers, des flacons de parfum, des accessoires qui n'ont rien d'accessoires. Le couturier a pour rêve d'habiller une femme Dior de la tête aux pieds. Il se lance alors dans une première collection printemps-été qui va marquer l'histoire de la mode et va sceller durablement son destin. Nous nous trouvons devant la pièce la plus iconique de cette maison, le tailleur bar, créé par Christian Dior et présenté lors de sa première collection le 12 février 1947. Monsieur Dior va revenir à une silhouette qui permet d'affirmer les lignes féminines après une période très dure qui était celle de la Seconde Guerre mondiale. Le tailleur bar incarne le renouveau, la modernité, un moment de mode où le créateur va capter les aspirations secrètes des femmes de son époque. Cette ligne qu'il appelle la ligne corolle, qui est en fait une fleur inversée, cintrée à la taille, qui s'évase
en corolle, en fleurs. Il pense le vêtement comme des architectures. Et M. Dior disait d'ailleurs que ses collections, ses robes, étaient des architectures éphémères. Ce New Look va connaître un succès fulgurant. Dès lors, Dior va dicter la mode et œuvrer sans cesse pour marquer les esprits de sa griffe. Il dessine lui-même ses silhouettes et pense d'abord sa collection comme une ligne. Nous avons ici un ensemble de croquis tailleurs, des manteaux, des vestes. Monsieur Dior disait lui-même que pour qu'une robe soit réussie, les croquis doivent d'ores et déjà être dans le mouvement de la vie. Et c'est à partir de ces croquis que les ateliers vont créer une toile. La toile, c'est une maquette en blanc et surtout en volume du croquis donné par Monsieur Dior. Et ce qui l'intéresse dans cette première étape, c'est de regarder comment l'atelier a compris, a interprété son croquis. Finalement, quand on regarde ces croquis, il y a très peu d'implications techniques. On ne connaît pas la taille de la manche, on ne sait pas comment est monté le manteau. Monsieur Dior parlait de ses ateliers comme des déchiffreurs de hiéroglyphes. Cette toile était alors présentée sur un mannequin vivant pour mieux appréhender l'allure générale avant d'être validée et coupée dans des tissus extrêmement chers à l'époque. Nostalgique de son jardin d'enfance à Granville, Christian Dior voue une véritable adoration pour les fleurs qui imprègnent ainsi ses nombreuses créations. Par la suite, les différents créateurs artistiques de la maison ont réinterprété ce grand thème fondateur. Nous nous trouvons ici devant une création spéciale de Maria Grazia Chiuri qu'elle a dessinée en 2021. C'est une robe Miss Dior. C'est une robe assez exceptionnelle qui fait aussi référence aux premières robes que M. Dior lui-même a créées, des robes Miss Dior. Il en a créé dès 1948. Miss Dior, c'est l'incarnation de la sœur de Christian Dior, sa sœur Catherine Dior, dont il était très proche. Il évoque aussi leur passion, qui est celle des fleurs et des jardins. À travers des pièces d'exception et une scénographie majestueuse, c'est le dialogue constant entre le passé et l'héritage de Monsieur Dior sans cesse renouvelé qui est compté. Une audace visionnaire qui constitue toute la richesse de cette maison iconique. Intelligence artificielle et nature cohabitent dans l'univers du créateur Alphonse Maître-Pierre. Il nous emporte avec lui dans un tourbillon créatif. Pour les inspirations, c'est un énorme foutoir, c'est un énorme mélange. J'aime avoir ce truc un peu boulimique comme ça, de prendre plein d'images de partout, tout sauvegarder mentalement et tout oublier, ne rien avoir autour de moi. Parce que sinon je trouve que ça vient complètement fermé, ça vient figé. Alors qu'une collection, en fait, jusqu'au défilé, très souvent, ça change et en fait, c'est jamais vraiment tel qu'on l'a prévu et je crois que c'est pour ça que c'est chouette. À 28 ans, Alphonse Maître-Pierre fait déjà parler de lui. Ses collections reprennent les codes de la haute couture, il s'en amuse, inspiré des grandes maisons par lesquelles il est passé avant d'inventer son propre univers, Jean-Paul Gaultier, Studio, Chanel, sans compter son expérience de costumier dans le cinéma. Avoir travaillé dans le costume, ça m'a donné cette ouverture d'esprit de pouvoir comme ça naviguer, raconter quelque chose, être dans la narration pure. C'est après important de réussir à trouver l'équilibre pour faire quelque chose qui soit inédit, qui raconte une histoire, mais qui puisse quand même aussi être au service de la personne qui le porte, parce que on porte un vêtement, voilà, mais on n'est pas l'accessoire du vêtement. Le jeune créateur se lance alors et crée sa marque de prêt-à-porter et maroquinerie Maître-Pierre en 2018. Il est repéré par la ville de Paris en remportant le Grand Prix de création des talents émergents et tient à concevoir une mode plus responsable et écologique. Le recyclage et la valorisation des déchets dans le choix de ces matières sont indissociables de son processus créatif. Dans nos tissus, il y a environ 50% qui sont issus du dead stock. On récupère des rouleaux de tissus de l'industrie, donc qui ne servent plus à rien, qui devraient être brûlés, jetés ou autres, parce que souvent c'est parce que ça a été produit en beaucoup trop grande quantité. Donc ce qui est bien, c'est que moi, créativement, ça me permet aussi d'avoir des
voilà, des petites contraintes et de m'y tenir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez cool. Le designer aime se jouer des codes. La collection automne-hiver 2023, The Time to Listen, illustre un contraste saisissant d'un rapprochement entre technologie et nature. En fait, ici, là, il y a un petit mélange. C'est surtout les pièces de la toute dernière collection. Donc celle-ci, par exemple, c'est une des pièces les plus importantes pour moi. C'était mon look d'ouverture. Et en fait, c'est une robe pétale, comme si on avait des pétales qui s'enroulaient autour du corps, et en fait qui a été générée par intelligence artificielle. La création d'une IA spécialement conçue pour l'occasion est sa manière à lui d'utiliser la technologie afin de l'apprivoiser et de se rassurer. Et lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle collection, les équipes du designer s'activent autour des patrons étoiles pour mieux appréhender la périlleuse question du volume. L'idée, c'est qu'on se fasse un genre de tailleur bar, mais hyper sport, hybride. Pour l'instant, c'est un genre de petit dragé, mais qui va être complètement corsé, resserré. On fait souvent des vêtements qui sont tout en une pièce, donc il y a le moins de découpe possible. C'est hyper intéressant d'explorer des nouvelles formes et des principes de coupe très différents de ce qu'on voit habituellement. Une recherche constante pour sortir des conventions tout en réussissant à valoriser des tissus pas toujours choisis. Pour moi, c'est très important de travailler aussi des vêtements dans leur construction et autres, parce qu'en fait, parfois, on n'a pas forcément une matière qui est très belle ou très noble. Donc je trouve qu'en fait, on peut continuer à être dans l'innovation et on peut continuer à raconter des nouvelles choses, des nouveaux volumes, avoir des propositions qui soient contemporaines et différentes. Après, si on veut quelque chose de plus exubérant, rien ne nous empêche, dans la coupe, dans le dessin, dans l'idée, de pousser le curseur de la création et de faire quelque chose de plus fort. L'innovation liée à l'art de la revalorisation des matières guide sans cesse l'univers Maître Pierre qui repousse toujours plus les limites techniques et de création. Bonjour Alphonse. Bonjour Katharina. Alphonse, comment pourriez-vous décrire en quelques mots l'univers de Maître Pierre ? Alors, l'univers de Maître Pierre, moi j'aime bien dire souvent que il y a deux mots qui résument un peu l'identité, c'est old fashion et geek. Alors, old fashion parce qu'il y a cette idée très référencée avec des vieilles archives, avec la espèce d'idée un peu de couture très parisienne et tout. Et geek pour le côté plus digital, plus contemporain, plus pop, voilà, plus drôle. Donc c'est un peu le mélange des deux. Exactement. Vous venez de Montpellier, d'une famille d'artistes, et au départ, est-ce que c'est vrai que vous vouliez être né ? Exactement, oui, exactement. Et alors là, c'est pour l'autre histoire, c'était ma grand-mère, en fait, avait une maison à Granville et qui était collée à la maison Dior. Exactement. Et petit, en fait, mes parents me disaient, je jouais juste dans les jardins. Et donc, je passais mes après-midi comme ça dans les jardins Dior et j'avais vraiment tous ces souvenirs à sentir les fleurs, respirer les fleurs. Et un jour, ma mère m'a dit, mais tu devrais juste entrer parce que c'est un musée. Et en fait, en poussant la porte, boum, je me suis retrouvé face au tailleur bar. Et puis voilà, après c'était fini. Vous avez fait vos armes en partie, vous étiez aussi ailleurs, chez Jean-Paul Gaultier. On le sait tous qu'il a cette légèreté dans l'approche de la mode, de la couture, quelque chose qui vous inspire peut-être encore aujourd'hui ? Oui, beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu... Je pense que j'ai même beaucoup appris à ses côtés. C'est une forme d'humour aussi, évidemment aussi il a une grande humilité. Et je trouve ça... J'aime beaucoup cette idée de faire des choses un peu sérieuses, mais pas très sérieusement. J'aimerais parler de votre dernier défilé, The Time to Listen, qui parle de nature, du rapport que nous, on peut avoir à la nature, mais en même temps, il y a toujours ces contrastes que vous aimez, l'intelligence artificielle qui fait les tissus. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est née cette collection ? Bien sûr. The Time to Listen, c'est une collection dont j'avais envie depuis très longtemps. Et c'est vraiment mon bébé, celle-là, parce qu'il y a quelque chose de très personnel. J'avais envie de raconter le lien entre l'homme et la nature,
qui est un lien d'amour, un lien de dévotion, un lien de domination aussi. Pour faire ça, je me suis inspiré d'un mouvement qui est le mouvement solarpunk, et qui est un mouvement en fait qui est un mouvement positif. C'est un mouvement qui vise à mettre l'homme, la technologie et la nature au centre de tout, et qui dit qu'en fait on peut devenir notre propre équilibre, et on peut inverser en fait cette espèce de cercle en ce moment qui est un cercle vicieux, mais on peut vraiment aller vers un progrès technologique qui soit bon et pour l'homme et pour la nature. On a travaillé en étroite collaboration avec un programmeur en fait, et qui nous a généré une intelligence artificielle et qui a pour vocation de générer des fleurs et des champs. Et je trouvais ça assez joli enfin, voilà, j'avais envie d'être dans ce rapport un peu doux et un peu subtil. Est-ce que parfois, pour prendre des références, pour avoir des inspirations, des idées, vous plongez aussi des archives de la mode? Exact. Ça peut être tout. Ah, alors ça peut être tout. Il n'y a pas de... C'est ça que j'aime bien avec la mode, c'est que... Je me souviens, c'était Albert Elbaz qui avait dit cette phrase, c'était qu'une bonne collection, c'était comme un meurtre parfait. Et qu'en fait... On assassine forcément quelqu'un. On assassine quelqu'un, mais il y a plein de petits... voilà, c'est plein de petits éléments des indices. Plein de petits indices dissimulés. Et je trouvais ça assez génial comme façon de voir les choses, parce que c'est vrai, en fait, c'est une grande potion dans laquelle on vient un peu mettre de tout. Alors justement, pour la prochaine collection, est-ce que vous avez déjà un fil rouge, une histoire que vous avez envie de raconter? Oui, ça y est. La prochaine collection, en fait, étonnamment, elle n'est pas si loin de The Time to Listen. Il y a quelque chose... je dirais pas que c'est une continuité, mais il y a quand même... un fil rouge. Il y a quand même un fil rouge. On reparle encore de nature. Je crois qu'on met le pied un peu plus fort sur la technologie et un petit peu plus fort sur l'anti-technologie, ou en tout cas sur le passé. Il y a vraiment, pour l'instant, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a vraiment un peu cette volonté de questionner passé, présent, futur. Merci beaucoup, Alphonse. Merci beaucoup, c'est un plaisir. La marque néerlandaise Victor & Rolf renverse les stéréotypes de la haute couture classique avec des silhouettes qui défient les lois de la gravité. Des robes de bal sublimes, parfaitement construites, qui déploient des mètres de tulle et de broderie dans des teintes pastel à tomber. Une démonstration de haute couture comme on n'en fait plus, mais attention aux apparences. Nous sommes chez Victor & Rolf et derrière cette perfection se cache une critique acérée de notre rapport à l'image. Victor Horsting et Rolf Snoren, c'est la haute couture mise sans dessus-dessous. La fusion d'un corps et d'un lit, des pièces trouées comme du gruyère, ou des messages plaqués en grosses lettres sur des robes de bal. Pour leur collection été 2023, le duo de créateurs néerlandais s'empare des images d'Épinal de la haute couture classique et les renverse littéralement pour questionner leur caractère aliénant. Ils se sont inspirés du sentiment de confusion qui survient lorsque défilent sur nos écrans des images idéalisées et des informations anxiogènes. Ils ont intitulé leur collection « La valse du capitalisme tardif ». Une façon de pointer avec humour la quantité d'informations que l'on absorbe au quotidien, où se mêlent l'angoisse et le désir de consommer. Quand on place sur le même plan photos de défilés et récits de guerre, la haute couture, comme idéal de perfection, devient presque un anachronisme et une utopie aliénante. Pour l'évoquer, ils présentent des robes qui traversent le corps, qui s'échappent du buste, qui se place en retrait. La femme s'éloigne du vêtement comme pour prendre de la distance avec un rêve qui l'a déçue. La robe, elle, flotte désormais dans le vide comme l'image évanescente d'une perfection désuète. Les pièces opèrent des rotations autour du corps comme les images dont on modifie l'angle sur des logiciels de retouche. Victor & Rolf ont mélangé les techniques traditionnelles de confection à la modélisation en 3D pour créer des pièces aux proportions parfaites qui vont jusqu'à défier la gravité. Plus loin, un corps semble transpercé par une robe coupée en deux,
laissant apparaître le vide, une allégorie on ne peut plus claire de ce que l'époque fait à nos corps et nos esprits. Ce sont ainsi les principes mêmes de confection, si codifiés en haute couture, que les créateurs proposent de faire évoluer. Finalement, loin d'être figées dans le passé, ces robes de bal déconcertantes déplacent le curseur de la mode, ouvrent des possibilités, construisent des ponts entre références historiques et avenirs technologiques. Comme à leur habitude, Victor et Rolf mêlent le beau à la critique, l'humour à la virtuosité. Et ce faisant, ouvrent un peu plus la frontière de la mode, rappelant que le plus futile des terrains renferme parfois les plus profondes réflexions. S'il faut rapiécer, coudre, repasser et découdre à l'atelier de création de costumes de l'Opéra de Bordeaux, il faut surtout imaginer immersion. Notre métier de costumier fait qu'à aucun moment il va avoir de frontières. Et on va faire de la couture industrielle ou très artisanale façon haute couture dans le seul souci qui est celui de rendre la maquette, c'est-à-dire bien réaliser ce costume-là, cette robe rouge, ce pantalon noir, le énième pantalon noir, mais celui-là raconte à la fois une vieillesse, à la fois du bourgeois, à la fois etc. On fait des vêtements qui racontent, donc à chaque fois, il faut qu'on mette notre technique au service de l'idée. Nichés sous la charpente du Grand Théâtre de Bordeaux se cachent les ateliers de création de costumes. Créé en 1790, l'Opéra n'a pas toujours eu ses propres locaux. Le métier de costumier n'existait pas encore. À l'époque, les artistes s'occupaient eux-mêmes de leurs costumes et quelques productions de ci, de là, qui étaient des productions de l'ordre de production royale, étaient gérées par une espèce de looker, metteur en scène. On ne sait pas trop comment ça intervenait, mais la plupart du temps, on s'approchait des vêtements chics, mais que le costume, les vêtements n'étaient pas forcément utilisés pour raconter le personnage. Et c'est le 19e siècle qui a vu le début des costumiers. Chef de l'atelier depuis 2009, Jean-Philippe Blanc fait perdurer cette tradition du costume de scène. Opéra lyrique, ballet classique ou contemporain, chaque année, l'atelier crée des centaines de costumes sur mesure, ce qui demande une grande capacité d'adaptation de la part de l'équipe qui peut faire face à des changements de casting ou d'annulation à tout moment. Évidemment, on va choisir des textiles les plus forts possibles, sans trahir l'esthétique. On va choisir des montages les plus costauds possibles et qui nous permettent de garder un maximum de valeur de couture à l'intérieur, de manière à faire face à des changements de casting éventuels, sous couvert de ne pas trahir l'esthétique. On va faire en sorte, pour la danse, que les costumes soient extrêmement costauds, parce que la danse, évidemment, on bouge, évidemment, on veut que le costume soit le plus ajusté possible pour trahir le corps un minimum, c'est-à-dire pour bien montrer les mouvements. Pour chaque nouvelle création, les ateliers reçoivent une maquette et des directives sur l'esthétisme, mais à cela, ils doivent ajouter des contraintes techniques, sans oublier le nettoyage quotidien des costumes. Une robe blanche qui est ensanglantée tous les soirs dans une scène, il faut que le lendemain, elle soit tout aussi blanche que la veille. Donc, non seulement on va faire en sorte que le sang soit quelque chose qui parte assez facilement, mais en plus on va choisir un support, le tissu blanc, qui soit bien en adéquation avec ce qu'on va en faire. Et évidemment, quand on transpire dans les costumes, parce que sur un plateau il fait chaud, qu'on bouge plus ou moins, la transpiration va altérer et les couleurs et les tissus, donc ça on fait très attention. Habillé sur mesure, chaque pièce est patronnée puis minutieusement découpée morceau par morceau avant d'être assemblée et cousue à la main. Pour le prochain spectacle de danse, Jean-Philippe effectue des recherches et des expérimentations sur du velours afin que celui-ci accroche mieux la lumière. Alors je fais ce qui est absolument interdit avec un velours, c'est-à-dire que je le repasse de manière à l'esquinter un petit peu, à faire en sorte que le poil soit moins parallèle et que la lumière s'amuse un peu plus dessus et que notre œil en profite davantage. Toutes ces étapes de création sont ponctuées d'essayages avec les artistes pour le début des répétitions sur scène.
que bien souvent, on va commencer le travail de costume avant que l'artiste soit arrivé à Bordeaux, donc à partir de sa fiche de mesure. Dès qu'il arrive, on va faire son premier essayage, éventuellement un second essayage, un troisième essayage. On en fera autant que possible sur la période des répétitions. Et puis arrivera le moment des répétitions en costume, où là, le costume devra être fini et c'est l'équipe d'habillage qui prendra le relais. Un métier rare au service de l'esthétisme, sans cesse en quête d'innovation et d'adaptation, qui raconte des personnages et des histoires pour nous faire rêver. Version française est déjà terminée. J'espère que ce numéro spécial mode vous a plu. On se retrouve très vite. Bye!